Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon, s'il vous plaît? Et aussi si l'image vous convient. Est-ce que vous me confirmez que le son est bon et que l'image vous convient? Bonsoir à chacun. Est-ce que vous me confirmez que le son est bon et que l'image est nette? Merci donc d'être venus très nombreux. Merci donc d'être très nombreux. De plus en plus nombreux. On va attendre que le Coran soit atteint. Alors, on me confirme que le son est bon et que l'image est convenable. C'est ça? Le son est bon. Très bien. Merci beaucoup, l'homme de Ntougou. Bonsoir à vous tous qui êtes déjà là nombreux. On va commencer ce direct avec quelques minutes de retard. J'avais de la difficulté à me connecter. Je crois que c'est déjà bon. Nous allons attendre que les gens soient de plus en plus nombreux pour qu'on lance ce direct qui sera composé de deux moments, qui va tourner autour de deux moments. D'abord, un compte rendu rapide sur mon séjour dans le Grand Nord, d'où je suis venu ce matin. L'autre actualité, bien évidemment, c'est l'actualité de distraction de la FICAFOOT. Actualité pour laquelle je vais dédier quelques réflexions. Merci donc d'être là. On va commencer donc tout à l'heure par ce compte rendu qui concerne notre voyage de promotion et de rencontre promotion donc, avec nos lecteurs du Grand Nord. Malheureusement, je n'ai pas pu atteindre Maroua, vu les contraintes de temps de calendrier. Je me suis arrêté à Garoua et pour une fois, j'ai fait donc le déplacement dans la Damawa et dans le Nord, ce qui m'a fait grand bien. Et je peux vous dire, j'ai pu vous assurer que j'en garde de très très bons souvenirs. Je salue toute la communauté du Grand Nord, toute la communauté Peul, Kirdi, Mousgoum, tous les peuples sahéliens. Je les salue tous dans leur particularité, dans leur richesse. Et j'aimerais dire d'entrée de jeu que c'est des peuples qui sont des peuples frères, mais qui sont non seulement très sympathiques, mais très hospitaliers. Vous voyez souvent, on parle souvent des Babana qui sont ici en route à Yaoundé, qui parfois sont un peu agressifs dans les motos et tout. Mais vous allez vous rendre compte que c'est totalement différent le visage qu'ils présentent là-bas au nord. Des éléments très positifs que j'en tire, c'est que j'étais à un feu de signalisation, par exemple, où des motos sont arrêtées. Bon, ce n'est pas tout ce qui ça respecte ça, mais la grande majorité s'arrête devant les feux pour
attendre que le feu passe au vert. Bon, voilà des éléments, des petits éléments qui m'ont beaucoup fait du bien. C'est des peuples vraiment très accueillants, très respectueux, très serviables. Et je crois que c'est ça, ces qualités, ces valeurs qui sont aussi à l'origine de leur malheur. Bon, ceci étant dit, nous voulons d'abord, premièrement, remercier toutes les personnalités, toutes les personnes, tous les citoyens, tous les compatriotes qui nous ont accueillis à bras ouverts, aussi bien à Ngaoundéré, où j'ai fait escale au départ. Je suis arrivé là-bas mercredi, j'ai pris le train mercredi soir et je me suis retrouvé à Ngaoundéré jeudi vers 13h. On a eu donc un gros problème, un gros retard parce que le train a passé beaucoup plus de temps à Belabog, plus de temps que d'habitude. On est allé à plus de 4 heures, je sais pas, près de 4 heures d'attente, ce qui s'est répercuté sur le temps d'arrivée en Ngaoundéré. Et nous sommes arrivés donc vers 13 heures. Donc, je vais vous dire vraiment, ce fut très édifiant parce que c'est la première fois que je me rends en Ngaoundéré et j'ai été vraiment séduit par la qualité de l'accueil, par le niveau d'hospitalité, par le niveau de sympathie de ces peuples, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut. J'ai eu le privilège de rencontrer les plus hautes autorités administratives, policières, judiciaires, militaires. C'est l'occasion pour moi de dire merci, grand merci à toutes ces autorités, aux plus hautes personnalités de la ville de Garoua, aux plus hautes autorités de la ville de Ngaoundéré. Je parle d'autorité au sens politique, administratif, au sens militaire, au sens judiciaire. Donc toutes ces personnalités, le plus haut grade au plus petit, m'ont réservé un accueil vraiment sympathique en tant qu'écrivain, en tant que penseur, en tant que philosophe ou intellectuel, qui leur proposait simplement à lire ces œuvres. Et j'ai été vraiment honoré par les commentaires qui ont précédé mon arrivée, par la réputation qui a précédé mon arrivée. Et je peux dire ce soir que je suis fier de ces autorités administratives, je suis fier de ces autorités militaires, je suis fier de ces autorités judiciaires qui m'ont vraiment accueilli comme un citoyen, comme un Camerounais qui vient rendre visite à des frères, soit qui travaillent là-bas, soit qui sont originaires de là-bas. Non seulement eux, mais tout le petit peuple. Les gens m'ont reconnu partout. Et ils m'ont encouragé, félicité et encouragé partout. Ils m'ont instruit, m'ont donné des instructions. Nous sommes à l'ère des hautes instructions. Ils m'ont instruit donc de garder le cap et de ne pas trahir les idéaux que je porte. Et c'est pour moi l'occasion de leur dire merci pour toutes leurs prières. Merci pour ces égards. Je me souviens avant de prendre le vol, je dis le vol comme si c'était un grand type. Avant de prendre la route, le train, il faut voir ces gens qui se réclamaient comme étant mes fans, qui m'ont invité à prendre une. Et j'en étais vraiment tout fier avec tout ce que ça comporte, cette générosité des peuples, un peuple généreux. Et c'est là aussi la particularité. On dit chez moi, à Kaba Nicolas, c'est-à-dire qu'en donnant, en offrant des cadeaux, on s'attend à un petit retour, ne serait-ce que cette reconnaissance formelle, mais ils sont allés au-delà. Ils ont donné aussi à boire, à manger à ce visiteur. Et je voulais vous dire que ça a été une expérience magnifique. J'en tire deux principales leçons, positifs et négatifs. Avant de parler donc de football, c'est-à-dire de politique, parce que il faut comprendre que ce n'est pas le football, c'est de la politique et de la gouvernance dans ce pays. Avant de parler de ça, qui est le deuxième point de ma rencontre avec vous ce soir,
je voudrais vous inviter à méditer ces deux éléments. Les aspects positifs de mon départ, J'espère que vous m'écoutez bien, hein, si vous pouvez vraiment me confirmer, ce serait bien. Les aspects positifs de ma rencontre, de mon voyage, de ces carnets de voyage, et les aspects négatifs. Je préfère commencer par les aspects positifs qui ne sont pas les plus nombreux. Mesdames et messieurs, chers frères, chers compatriotes, comme l'exigent les usages prohibés, les usages prohibés de notre nation, je voudrais vous dire que j'ai remarqué un très grand brassage des peuples. Surtout où je m'attendais le plus, le moins, dans les villes que je n'avais jamais visitées comme Ngaoundéré, ou dans mon imaginaire, et ceux qui n'ont pas été encore là-bas doivent le comprendre, dans mon imaginaire, je ne pouvais pas me représenter, je voyais seulement les nordistes, c'est-à-dire les gens en Gandoura qui sont à partir de Ngaoundéré jusqu'à l'extrême nord, je ne sais pas. Mais là, ce qui m'a frappé, c'est que Ngaoundéré, c'est une ville cosmopolite. Cosmopolite, ça veut dire qu'en fait, on retrouve un peu de tout là-dedans. C'est un tout, c'est un brassage, non seulement au niveau des tribus internes, c'est-à-dire que toutes ces ethnies qui composent, ces communautés, il faut me dire ces communautés qui composent la grande Assemblée nationale au sens où la grande nation camerounaise en construction, mais aussi ce brassage au niveau de l'Afrique. Vous voyez, j'arrive à Garoua, je prends mon petit café de 50 à 50 la tasse chez le petit centrafricain parce que je dois aller attendre que les gens ouvrent les magasins pour pouvoir m'acheter un gandoura. Vous allez me voir avec le gandoura là bientôt. Alors, c'est le centrafricain qui me sert, c'est lui qui cire les chaussures. En fait, il y a un ensemble de métiers qui est fait par, qui est fait par des expatriés, ce qu'on appelle les Maliens, les Tchadiens, les Centrafricains, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un vivre ensemble qui est déjà éprouvé. Voilà ce qui est de très, très positif dans ce que j'ai vécu. Et non seulement ils vivent ensemble, mais ils sont positifs, ils sont en paix. Ils sont en paix. Et la question de la fraternité s'est posée là. C'est-à-dire que il y a comme une sorte de solidarité même qui cimente l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté. Je peux vous dire que parfois j'ai quand même versé une larme dans mon cœur parce que on doit quand même l'évoquer, la question de la pauvreté. Je vais le dire au deuxième point. Mais j'ai eu l'impression que c'est comme le Grand Nord, c'est comme une femme très amoureuse, mais qui a eu la malchance d'épouser un mari brutal, un mari sauvage, un mari arriéré en épousant le RDPC, en épousant le régime. Je ne le dis pas parce que je ne suis pas dit faire la politique là-bas. Je le dis parce que j'ai essayé de causer avec les gens. J'ai causé avec le bas peuple, j'ai causé avec les plus hautes autorités, j'ai causé avec tout le monde. Et j'en ai tiré quelques leçons qui méritent d'être partagées. Qui méritent d'être partagées. J'ai parlé de l'intégration africaine, de l'intégration, de la forte communauté, la forte présence des communautés des autres pays que j'ai vu au niveau et des autres régions qui viennent vraiment. Et vous savez que le Ngaoundéré a toujours été comme une ville de grands échanges. Tout petit, on savait que pour se faire de l'argent, on doit amener la banane. On a vu nos grands frères, nos tantes, nos parents amener la banane à partir du Cran jusqu'au nord. À partir du Cran jusqu'en Ngaoundéré. Et nous avons vu là aussi que non seulement les peuples sont brassés au cours des années, mais en plus, il y a eu je ne peux pas dire l'exode, mais oui, une sorte d'exode qui a fait que
la communauté, les communautés sont en fait, ne sont pas exclusives. C'est pas comme dans certaines régions où on va dire spécifiquement, voici un quartier tel, voilà un quartier tel, ça existe, mais l'ensemble des personnes fonctionnent vraiment, bon, quand on va, voilà, on voit aussi ces regroupements, mais c'est moins, les lignes de fracture sont moins visibles au niveau de Ngaoundéré, par exemple, au niveau de Garoua, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui ont frappé, qui nous ont frappé de tout le coup. Mais la deuxième chose qui m'a frappé, et c'est là où on rentre dans le négatif, après avoir vraiment vanté les grandes qualités de ces peuples sahéliens, on a vu quand même quelque chose de particulier, c'est que c'est la misère. La misère était effrayante. La misère se vit comment? La misère se vit d'abord par l'absence d'infrastructures. Garoua est magnifique. Garoua est magnifique. C'est les éléments positifs que j'ai tirés aussi. Mais en dehors de ces éléments, de cette ville, on voit comment les gens vivent. Les gens sont complètement dans le dénuement total. Lorsqu'on prend la route de Ngaoundéré, la route de Ngaoundéré-Garoua, je vous dis, ça fait pitié. On ne s'imagine pas que nous soyons 42 ans, que nous soyons dans une situation où une région comme Ngaoundéré, une région comme Garoua, soit reliée par une route inexistante. Je vous dis qu'il y a des lacs en route. Des lacs. Ce n'est même pas des nids de poules, c'est des lacs. Et je comprends pourquoi ces gars ils prennent les avions. Ces gens, ils ont fait le Wassa Wassa là pendant la Coupe d'Afrique, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas voir ce que ça on me dit c'est depuis des années. Les routes datent de la période d'Aïdjo. En fait, pour être complet, pour être vraiment tout à fait complet dans cette situation-là. Les routes, les gars, la route Maroua, la route Ngaoundéré, Garoua. C'est plus qu'un chemin de croix. Nous avons pris je suis même privilégié de prendre VIP touristique. Nous sommes partis vers, c'est pas 19h, 19h30, 20h. Nous sommes arrivés au petit matin, vers 10h, 9h, 10h. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que, vous voyez, il y a des situations où vous venez, vous devez choisir un camion. Mais comme il connaît déjà la route, il connaît déjà les zigzags qu'il y a dans la route, le camion qui a déjà entamé de dévier un lac qui est en route, il vient passer à votre droite. Votre chauffeur, ils se comprennent dans leur langage. Il passe à gauche. Ouais, c'est épouvantable. C'est incompréhensible. Voilà, en fait, l'élite fait tout pour abrutir. Et l'élite s'accommode de cette misère. L'élite s'accommode de cette misère parce que, vous savez, Garoua est l'une des villes les plus chaudes. La région du Nord est l'une des régions les plus chaudes de ce pays. Et je suis en train de vous expliquer comment, jusqu'où les gens sont misérables, jusqu'où les gens sont destinés à la mort. Cette année, d'après les informations que j'ai glanées de part et d'autre, il y a eu plus de 500 morts. En fait, ça, c'est même un chiffre comme ça qu'on donne. Morts de la chaleur. Mort de la chaleur. Je pense à deux exemples. La question de la pauvreté due aux difficultés de cultiver, mais la question aussi de la canicule, c'est-à-dire que les grandes chaleurs qui concernent le nord. Je vous assure, on vous dit que quand il fait chaud, il y a parfois le ventilateur même, il oublie l'autre là parce qu'il va apporter la chaleur. Les gens sont obligés parfois de dormir dans les bureaux. Mais c'est une affaire qui dure. On sait que c'est comme ça, on n'anticipe pas. On ne fait rien
pour protéger les couches défavorisées, pour protéger les plus secouris, les plus vulnérables, les couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les vieillards, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens meurent comme les mouches quand il y a les canicules, les pics de chaleur. Et c'est terrible. Et les gens voient ça chaque année. On sait déjà que tel nombre de personnes vont mourir, ça leur fait du bien, ça fait des bouches de pauvres en moins. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué et qui continue de me traumatiser. On ne peut pas, on ne peut pas prendre les populations en otage autant. Les gens sont vraiment en otage. L'élite abuse de quelque chose que vous devez comprendre. Et c'est ça que nous vivons aussi un peu chez nous ici. Vous savez que les musulmans Peul, notamment à Idjou, ont asservi des communautés entières. Même chez nous, il y a ça, il y a des moments où les ministres qui sont nommés pour asseoir l'autorité du président de la République convoquent les éléments suivant lesquels, non, soit Idjou, on ne respirait pas. Donc vous êtes affranchis. Et les gens ont déjà tellement intégré cet élément qu'ils sont affranchis de la terreur d'Aïdjo, que même si c'est comme un préfet fermer les yeux et mourir, sans revendiquer quoi que ce soit. Et les élites profitent de ça pour s'asseoir, pour abuser, pour jouer la vie au détriment de ces populations. Et c'est très frappant. C'est très frappant parce que vous causez avec des gens, c'est là où vous comprenez que non, ils ne sont pas encore arrivés à un niveau de conscience de l'alternative. Ils ne sont pas arrivés à un niveau de conscience que vivre comme citoyen ne se limite pas à bénéficier de l'indifférence du pouvoir, du gouvernant. Par exemple, pour eux, au moins, même comme le pouvoir ne fait rien, au moins, il est indifférent à eux. Il ne va pas les torturer, il ne va pas leur faire ceci ou cela. Et c'est ça qui est le comble, qui est le drame. Je ne suis pas encore allé à Garoua, à Maroua, pour donner les éléments par rapport à cet enclavement des populations. Mais je crois que d'après mes informations, je vais aller voir moi-même sur place un de ces 4 matins, bientôt, comme j'ai commencé ma tournée dans les régions. Et on me dit que il y a des petits endroits que l'Union européenne a bitumé parce qu'il y a Simen Camdon, ils peuvent exploiter, mais les autres côtés, pour arriver à Koussiri, tout ça parfois, il faut même passer par le Tchad, et ainsi de suite. En fait, bref, c'est les informations supplémentaires que j'ai glanées parce que j'ai constaté l'inexistence de la route entre Ngaoundéré et Garoua. Ça m'a choqué les gars. Ça m'a choqué mes frères et sœurs. Ça m'a choqué au point où on voit vraiment la mort. On voit la mort. Mais les gens ne font rien. Les gens ne font rien. C'est cette inconscience du pouvoir en place, sidère. Et je voudrais vraiment les interpeller pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser une partie de la communauté nationale dans un tel dénuement. Je ne parle pas de nous ici, mais là, ce que je vois là, ces gens dont on dit qu'ils sont à 100% pour le RDPC, ils ne peuvent pas vivre ces conditions. Il est inhumain de l'admettre. Donc, on doit quitter cette rhétorique-là que non, le fait de n'être plus sous l'emprise des islamopoles, ça nous suffit, non. Et que même si le pouvoir est indifférent, ça ne nous dérange pas, non. Il faut arriver à notre niveau de conscience politique où on va demander des comptes aux gouvernants. Parce que c'est sur ça que les gars se basent, les gars au pouvoir se basent, les créatures de Biafra se basent pour maintenir le statu quo, pour maintenir la misère et pour s'en inspirer. D'ailleurs, on me dit qu'à l'extrême nord, c'est grave. Si tu manges même une fois les 2 jours, il faut être fier de toi. Voilà la réalité. La pauvreté, c'est terrible. En dehors de cette question de la canicule dont je parle, il y a un autre élément.
il y a un autre élément. C'est-à-dire que c'est mort programmé. Lorsque on sait que janvier, février, mars, avril, février, mars, avril, il y a des grandes périodes de chaleur où les gens meurent et on ne fait rien. La ville n'est pas, on a la voirie, tout le monde, on n'a pas prévu les choses comme on voit ailleurs, où on crée des fontaines avec des espaces protégés pour accueillir les personnes défavorisées, les personnes vulnérables en période de grande chaleur. Il n'y a rien, aucun dispositif n'est pris. Et c'est chaque année que des centaines de personnes meurent à cause des pics de chaleur. Le deuxième moment, c'est cette question de la pauvreté due à l'impossibilité même de cultiver, de travailler. Vous savez, il y a quelque chose de fondamental au Grand Nord que j'ai vu, c'est que c'est des espaces où il fait vraiment chaud, très chaud à un moment. Mais lorsque il arrive la période de pluie, il y a ces questions d'inondation. Ces questions d'inondation qui font que les populations qui ont leur champ de riz, ainsi de suite, se retrouvent envahis par des tonnes, des tonnes une quantité impensable d'eau qui envahissent tout, parfois jusqu'au Niger. Vous savez que si ce ne sont pas les oiseaux granivores, ce sont les éléphants qui détruisent toutes les plantations, sans compter dans les inondations. On est donc dans une situation où le peuple, non seulement est martyrisé par le pouvoir qui ne fait rien, mais aussi par la nature. Puisque, en réalité, c'est les dispositifs mis en place par le pouvoir pour anticiper, en tant qu'acteur proactif sur les situations que vivent les populations au cours de l'année et qui anticipe sur les modifications, sur la nécessité de mobiliser les moyens pour faire face à ces éléments de la nature, qu'on peut dire qu'un gouvernement travaille vraiment pour les populations. Mais ce n'est pas le cas ici. Si ce n'est pas les oiseaux granivores, ce sont des éléphants qui débordent avec tous ces parcs qu'il y a partout, mais surtout les inondations. Vous savez qu'il y a de cela quelques temps, je crois que c'est en 2012, le président avait fait une visite à Guidigis. Non, c'était à Guidigis. Je crois que c'était à Girvidik, je pense. En 2012, Girvidik, oui. Où il était convenu, parce qu'il y a deux fleuves là, le Logone et la Benue. Il y a, du côté de l'extrême nord, c'est le Logone. Et il avait été convenu qu'on va construire une digue route qui part de Gogo au niveau du bac de canal là, jusqu'à Kousseri. Parce que ça va permettre en ce que le Logone soit maintenu et que les gens ne soient pas obligés maintenant d'ouvrir les vannes partout lorsqu'il faut qu'il y ait des inondations et que parfois quand ça arrive au niveau de la Benue, qu'on ouvre les vannes et que l'eau se déverse partout jusqu'au Niger. Donc, Biya avait promis donc, cela en 2012, rien n'a été fait. C'est des choses qu'il faut savoir. Et quand c'était lors de sa visite. Parce que le fleuve Logone sort toujours de son lit. Et ça inonde partout, jusqu'au Tchad. Jusque partout. Et ces crues de la Logone, du Logone, c'est le Logone, et de la Benue, ont des effets jusque sur les relations que nous avons même avec nos frères du Nigeria, qui se plaignent chaque fois que le gouvernement ouvre les vannes parce qu'ils n'ont pas réussi à canaliser les eaux. Et les inondations font des dégâts partout, là-bas. On avait un autre projet dont on m'a parlé, c'est le projet des ensablements, le désensablement. Parce que, puisqu'on n'a pas creusé le fleuve pour arriver à dégager toute cette saleté-là, tout ce sable qui vient s'accumuler au fond du fleuve, on est obligé parfois d'ouvrir les vannes au niveau du barrage pour que toute l'eau là, parce qu'on a peur que le barrage se brise, on est obligé de lever la pression et on est obligé d'ouvrir les vannes. Et ça envahit toutes les régions. Parfois, ça cause pas que parfois, très souvent, c'est des dégâts énormes sur les cultures. Et il est important qu'on rappelle cela
aux gouvernants. Nous allons sur le terrain pour voir ces choses-là, pour leur dire non. Regardez, on parlait de la canicule, on parlait de, vous savez déjà que février, mars, avril, il y a des pics de chaleur terribles. Comment ne pas concevoir chaque année, on a les mêmes choses, pourquoi ne pas concevoir même des grands hangars avec clim, où on peut effectivement se retrouver à recevoir les vieillards, les gens les défavorisés, quitte à leur promettre, quitte à leur permettre par la suite de rentrer dans des programmes sociaux, culturels, au niveau même de l'agriculture, et les occuper. Ou du moins les former à d'autres petits, les former à d'autres petits, à d'autres petits métiers. Surtout en fonction de leur, leur âge et de leur on perturbe là. Pour les remettre au travail. Non, mais le problème c'est quoi? C'est que cette misère, cette souffrance arrange l'élite. Arrange l'élite qui s'appuie sur la vulnérabilité des couches populaires pour pouvoir glaner donc un ensemble de points à faire valoir donc au niveau de la hiérarchie de leur parti, la hiérarchie administrative. Parce que lorsqu'ils arrivent là avec les petits 500 000, à leurs petits les bœufs et tout ça, les pagnes et ainsi de suite, les gens, comme ils sont tellement paupérisés, ils trouvent donc en cela une sorte d'exutoire et ils croient donc en réalité qu'ils sont des sauveurs. Ça arrange donc les populations. En 2018, à l'élection présidentielle, l'élite politico-administrative avait failli et toutes les populations les détestent déjà. Là, je peux vous confirmer que j'ai quand même causé avec beaucoup de gens. Les gens sont déçus, tellement déçus que en 2018, ils ont dû passer par l'élite intellectuelle parce qu'on se dit, bon, les intellectuels, les universités, bon, ils ne sont pas trop mouillés dans ça. Donc, c'est eux qu'on a dû mobiliser pour faire prévaloir cela. Et eux aussi, avec ces petites prébandes qu'ils ont reçues, ainsi de suite, sont obligés de s'arranger et de s'aligner derrière le pouvoir sans véritablement défendre la cause des plus défavorisés. Donc voilà, c'est selon ça. C'est cette criminalité politique donc, qui fait obstacle à ce que les gens puissent voir le bout du tunnel. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Parce que vous êtes une élite de Garoua. Et vous ne pouvez pas faire pression pour que, ou bien les deux, vous ne pouvez pas faire pression pour que les gens arrivent à véritablement développer les infrastructures. On vient de parler de la digue route là. Comment ne pas donc faire pression pour que, puisque c'est quelque chose qui va permettre un grand développement dans la localité, pourquoi ne pas donc faire pression pour que cela se réalise? D'autant plus que ce fut une promesse du chef de l'État. Si tout cela est vrai, et je crois que ça l'est, il est important qu'on puisse donc regarder ça d'un autre œil. Donc, je me suis senti un peu gêné, je me suis senti un peu touché par tout cela. Je me suis senti un peu malheureux parce que j'ai compris effectivement pour conclure ce premier point que les populations, oui. Vous voulez quoi? Venez prendre vos choses. Ok. Excusez-moi. Donc, ce sont ces éléments donc, que je voulais, sur lesquels je voulais donc attirer votre attention. Dans l'ensemble, donc, j'ai bien voyagé. Le clan, bon, le clan, je ne sais pas si c'est Camaraï ou c'est quoi. Je crois qu'ils ont des sous-traitants. Je ne peux pas parler de cet aspect-là aussi. Je crois qu'on a un vrai problème. Je viens de critiquer le gouvernement pour ses manquements. Je crois qu'il est question aussi qu'on dise que l'un des problèmes que nous avons dans ce pays, c'est la privatisation de notre souveraineté aux multinationales, notamment au néocolonialisme français. Parce que quand vous voyez la façon dont Camaraï gère notre train, non, ça c'est... J'ai eu le privilège d'avoir des trains lits.
par les wagons-lits. Ben je crois que... Et c'est épouvantable. Je ne peux même pas vous parler des autres parce que je suis passé quand même dans les autres wagons. Les gens sont traités comme des animaux. Même déjà nous qui sommes supposés être des privilégiés, si vous voyez le niveau des infrastructures, aucun contrôle. Oh, excusez, hein, c'est Isaac qui passe. Aucune rénovation. Les mêmes trains de la période allemande, je ne sais même pas si la période allemande, je ne sais pas quoi. C'est les mêmes wagons que nous avons là. Tout est complètement... C'est-à-dire qu'on entretient un minimum juste pour avoir un peu de lumière, un peu de machin, pour se faire de l'argent. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est terrible. Aucune action d'envergure pour vraiment mettre les trains, le chemin de fer, je ne peux pas dire dans les normes internationales. Non. Dans les petites conditions qu'on dirait quand même que c'est passable pour les nègres. Ça m'a choqué. Bon, le seul truc que j'ai vu qui était bien dans le train là, c'est que les draps étaient propres, blancs, propres. Là où j'ai dormi, aller-retour, c'était propre. Le seul truc, c'est que les hôtesses sont sympas. Sont sympas et servent bien. Mais il faut voir la nourriture. Je ne sais pas comment ils font. Il faut voir ces éléments-là qui devraient être... Comme on dit que c'est pour les moutons, certainement, on les sert. Ça n'a même pas de goût d'abord. Mais c'est 3500 plats. Un plat, c'est quoi? Un plat, c'est juste un petit morceau de poulet ou de machin qui ne coûte même pas 400 ou 300. Deux petits trucs là, une tranche d'ananas et je sais pas. Vraiment, au total, si ça coûte beaucoup, si les gars, le prix d'achat, ça doit être peut-être 700 ou 800. Mais ces gars vous vendent le plat à 3500. J'ai fait l'expérience avec mon fils. J'ai demandé au monsieur que, donc, comme j'avais déjà pris le plat de déjeuner, et bon, il fallait que j'ai un petit truc de lait pour mon fils. Mais ce monsieur m'a demandé 500 francs et ça coûte 100 francs. Hein. Et le sachet de lait de 100 francs. Il m'a demandé 500. Et j'avais déjà fait une recette de 6 000, 7 000 francs. Donc vous voyez, ils sont radins jusqu'à... C'est même plus bon. Vous avez dit non, c'est l'offre, machin. Non, 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 non. C'est-à-dire que la qualité du repas est dérisoire. Et c'est ça que je dis. Ces gens nous pillent. On a beau critiquer ce qu'on a critiqué. Mais ces gens ne veulent même pas qu'un franc reste dans ce pays et qu'on soit seulement à leur service, comme des esclaves. On ne peut ne pas dénoncer cet état de choses-là. Et on le fait sans rancœur, sans rien. C'est qu'on constate qu'on a quand même été dans leur pays. On a vu quand même comment, eux-mêmes ils ont vu comment on traite les gens dans leur pays. C'est pas comme ça. C'est pas normal. Donc c'est un appel que je leur lance. Il faut vraiment que le service soit à la hauteur du grand nom, Cambrai. Sinon c'est totalement... ce n'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Pas bon. C'est pas bon. J'ai pas apprécié. Je n'ai vraiment pas apprécié leur gestion, leur machin. Et je vais revenir dessus. Je vais voir si ça a changé quand je vais repartir. Bon, voilà ce que je pouvais dire dans le premier sujet. Maintenant, on doit en parler du deuxième sujet, l'Africa Foot. Donc, connectez-vous, on va parler donc de la gouvernance dans ce pays. La question de l'Africa Foot. Qu'est-ce qui se passe à l'Africa Foot? Qu'est-ce qui se passe à l'Africa Foot? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Mesdames et messieurs, il y a de cela quelques jours, vous suivez comme moi l'actualité brûlante qui défraie la chronique. Bien évidemment, tout le monde a en tête cette guerre entre deux enfants d'une même mère, d'un même père, Mouele Kombi et Tofis, entre
les enfants d'un même père et d'une même mère, le dépositaire des hautes instructions, Ferdinand Gongo, et le directeur du cabinet Cyril Vondayolo. Parce que c'est de ça dont il est question ici. Vous vous souvenez, au tout début de l'affaire, lorsque Eto'o fils a été élu président de la Fédération camerounaise de football, il y a eu une vive polémique avec moi. Parce que j'étais pas d'accord que, sitôt élu, qu'il veuille ramener le mandat du président de la FECAFOOT à 7 ans. Et j'avais, à cause de son insistance, j'avais été très ferme et très critique. Malheureusement, je le faisais de bonne foi pour lui éviter cela parce que je l'avais soutenu pendant les élections. Obama, l'un de ses hommes de main, je ne sais pas si c'est les femmes de main, a décidé de me vilipender en disant que je cherchais le numéro parce qu'il lui a dit non, fait que, puisqu'il parle avec Guiba et Gatama, il faut qu'on trouve une solution parce que c'est pas bien. Parce qu'il avait déjà commencé les problèmes avec Guiba et tous ces gens. Donc, il dit non, on ne peut pas commencer avec ça. Et comme Guiba c'est mon ami, il faut qu'on trouve, on essaie de s'entendre. Mais cet entourage a pollué tout autour de Samuel Eto'o fils. On ne peut même pas parler. On ne peut pas lui donner les orientations, on ne peut pas lui dire ce qu'on pense. On ne peut pas donner un son de cloche différent de la crédulité qu'on impose autour de lui. Et je disais de manière ferme que si rien n'est fait, on va te chasser de la FECAFOOT. Je l'ai dit comme ça il y a ça 2 ans. Comme ça parce que par adhésion à cette nouvelle figure qui pouvait faire que les choses bougent. Je l'ai fait sincèrement parce que parfois vous me reprochez d'être... Il y en a qui disent que oh, tu es double, tu es machin. Non, je ne suis jamais dans la duplicité, je ne suis jamais dans la bipolarité. Non, je suis constant dans la recherche de l'approfondissement du bon sens. Cet épisode est passé, le ministre Philippe Bargamboa, le père Philippe Bargamboa m'a fait appeler et il m'a demandé d'arrêter donc la polémique. Bon, j'ai renoncé à tout, je me suis concentré à autre chose. Il y a cela quelques temps, lorsque la question est revenue au devant de la scène, sur la question de savoir qui a donné aux instructions et est-ce que les autres instructions devaient être respectées. On a donc élu, on a donc nommé, pas élu, on a nommé un entraîneur, un Belge, Brice, qui a la responsabilité de conduire l'équipe de football. Vous vous souvenez qu'au départ, lorsque j'ai eu cette information et les conditions dans lesquelles on l'avait fait, j'ai demandé à ce que Eto'o fils suive. Parce que, et qu'il laisse le ministre des Sports. Mon problème ici, ce n'est pas la question de la légalité. Est-ce que quelqu'un a ceci? Non, il faut aussi, en dehors de la légalité, il y a le rapport de force. Et il y a le rapport de force, il y a aussi l'histoire. Écoutez-moi bien. La question n'est pas seulement légale. La question est politique et la question est la trame de l'histoire. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui que ces choses commencent. Il y a toute une histoire. Je vais vous parler tout à l'heure de l'affaire avec Obama, Ernest Obama, qui m'a vilipendé parce que j'ai voulu lui dire donc. Parce qu'autour d'Eto'o, il y a donc cette question fondamentale que il est Dieu et on ne peut pas critiquer Dieu. Alors pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je suis l'émanation du principe de la contradiction. Donc, lorsque le ministère d'un nomme, bon, Eto'o a été soit consulté ou pas, j'ai jugé que non. Au moins, ça va résoudre un problème. Eto'o n'aura pas la latitude d'imposer comme il le faisait à son Banak. Il ne faut pas être devant pour savoir que Eto'o était omniprésent partout. Pour moi, non, c'était comme une sorte de séparation des pouvoirs. Eto'o va garder, pour moi, donc la responsabilité d'encadrer l'administration et le reste, et que l'autorité politique ait un regard
puisque c'est l'autorité politique qui donne l'argent, puisque c'est l'argent du contribuable, il fallait donc qu'il y ait donc une sorte de... Et ça peut aussi aider Eto'o à revoir son management. Parce que mon problème avec lui, ce n'est pas que je lui en veux comme les gens ont voulu faire. Non, c'est qu'on veut qu'il s'améliore au niveau de sa gestion. Et pour moi, j'avais pensé donc que non. La nomination de l'entraîneur étranger par la tutelle pouvait jouer en sa propre faveur. Et que, logiquement, il devait donc aussi rester dans ses prérogatives, rester uniquement dans ses prérogatives, c'est-à-dire nommer le reste du staff. En fait, j'ai préjugé que les gens de Bia, Mole Kombi, Ngongo étaient de bonne foi. Je l'ai préjugé naïvement. Mais lorsque j'ai vu la chose avancer, lorsque j'ai compris que, il faut bien comprendre pourquoi je change d'attitude. Lorsque j'ai compris que même les gens du ministère n'avaient pas pour intérêt, n'avaient pas l'objectif, comme objectif ultime, le bien-être du football camerounais. Parce que même si ça ne me dit rien les affaires de football, mais au moins je dois respecter les choix des Camerounais qui aiment bien ce sport. J'ai donc compris que non. Vu la manière dont ils voulaient déjà torpiller, en imposant tout à Eto'o, j'ai compris non. En fait, ces gens ne sont pas préoccupés par ils sont comme d'habitude, préoccupés par autre chose que c'est pourquoi ils doivent être concentrés, sur lesquels ils doivent être concentrés. C'est là où j'ai commencé donc à tirer sur moi les combis. En montrant au Camerounais que ces gars-là, on croyait qu'ils agissaient pour le bonheur, pour le bien-être des joueurs, pour le bien-être des Camerounais, pour le bien-être du football. Mais on se rend compte que ces gars travaillent en réalité pour sécuriser leur gombo. Ce n'est même pas question, je vous rappelle, ce n'est pas une question même de légalité. C'est une question de bon sens. C'est une question même morale. Vous ne pouvez pas avoir un président de la Fédération camerounaise de football qui soit président élu et qui soit mis au chômage. Parce que ce que ça veut dire? Ça veut dire que on nomme tout le monde à l'Africa Foot au niveau de la gestion des équipes et on demande à Eto'o d'aller là-bas s'asseoir dans son bureau et d'attendre que s'il y a une facture, s'il y a un document qu'on veut, on vient seulement prendre chez lui. C'est ce que ça veut dire. Et c'est même pas seulement illégal, c'est même immoral. Et on comprend donc que ce sont des satanistes, ces gens, les Mole Kombi, tous ces gens qui sont en train d'imposer ces choses-là. Ce n'est même pas les instructions du chef de l'État, parce que le bon sens dit que ça ne peut pas être possible. Donc, lorsque je me rends compte que moi j'étais content que Mole Kombi impose l'entraîneur à Eto'o, parce que là au moins il va calmer ses ardeurs et ça va lui permettre de bien comprendre que non, il ne peut pas tout faire en même temps, il doit se concentrer à l'essentiel. Je ne vais pas parler des autres choses, l'opacité dans la gestion, je n'ai pas cherché à savoir ça. Ce qui me préoccupait, c'est qu'il améliore son management, le management des équipes, et qu'il soit un peu plus humble. Et c'est ça que je lui reprochais au départ, dans les il y a 2 ans. Et je me disais que non, Dieu m'a voulu que Ngongo, par haute instruction, impose cet entraîneur. Et qui s'arrête là. Mais lorsqu'il rentre, le coordinateur général des équipes, ou bien le coordinateur national des équipes, il nomme. En fait, on se rend compte que ce n'est même pas, s'il vous plaît, venez prendre le téléphone si. Venez prendre le téléphone si. On se rend compte que ce n'est donc pas l'intérêt du football qui les intéresse. C'est les prébandes. C'est l'argent du football. C'est l'argent des contrats. C'est tout ça qui préoccupe ces gars-là. Les Mole Kombi, les Ngongo, tous ces gens-là. Et pareil pour l'autre équipe. Lorsque les gars discutent, le poste, on dit bien c'est un poste juteux. Angba et Banglok. Les gars, c'est le poste là qui quelqu'un peut tuer l'autre. Et vous voyez bien que Banglok là, lui, peut même mourir, que quelqu'un lui dise que ce n'est pas toi. Et Angba aussi, lui, se bat aussi pour que ce soit lui. Donc parce que tout l'argent tourne autour de la question de l'argent, les gars. Ces gars, rien ne les intéresse plus que l'argent. Rien. Donc ce n'est même pas une affaire que les gars se soucient que non, l'équipe va être machin. Et c'est là où on comprend aussi l'attitude de notre entraîneur, le nouvel entraîneur. Vous croyez qu'un blanc normal
peut venir se chamailler. Vous avez déjà vu un blanc normal se chamailler. Les blancs normaux, ils ne sont pas légers comme ça. Ils commencent à se chamailler comme une femme. Tu as été entraîné seulement 3 semaines. Tu parles comme ça, pourquoi? Parce que tu es un pauvre type. Un vrai entraîneur ne peut pas parler comme ça. Moi, je connais les Belges. J'ai été chez eux pendant au moins 6 ans. Oui, je les connais très bien. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Un Belge a un très grand sens du respect. Surtout de l'étranger, surtout. Ben, je n'ai jamais vu, moi, je n'ai jamais été victime d'un acte vraiment raciste. Même dans les petites manufactures, on partait souvent travailler après nos recherches, et ainsi de suite. Non. Le Belge est foncièrement respectueux de l'autre, de l'autre. Mais un Belge qui vient là, elle a fait même il frise un raciste. Il vient dire, il vient parler, se chamailler avec. Tu viens te chamailler. Pourquoi tu viens te chamailler? Parce que pour toi, c'est une affaire de vie ou de mort. S'il avait un peu de hauteur, il allait démissionner. Si vous dites, arrangez d'abord vos affaires, je vais donc démissionner. C'est là où on comprend donc que ce gouvernement, c'est l'instrumentalisation. Aux dernières nouvelles, on me dit que on a ordonné, je crois que on m'a parlé du directeur de la CEMIL qui aurait ordonné. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est frère, je dois encore vérifier ces informations-là parce que je dois appeler pour savoir si c'est vrai. Si c'est vrai, ça n'a aucun sens pour moi. Mais je comprends. Je comprends. Donc, si ça arrive à ce niveau-là, si cette information-là est vraie, ça veut dire que, et ce n'est pas moi qui le dis, ça veut dire que les gars sont en train de se positionner pour que chacun soit dans un camp. Mais autant mieux donc dire au président de se mettre de côté et de prendre directement les décisions. Au lieu de l'utiliser, celui qui dit que non, j'ai les autres instructions. L'autre dit que non, j'ai les autres instructions. Pourquoi ça? À quoi tout cela rime-t-il? Non, si vous savez que vous êtes dans une position de force, si les gens savent qu'ils ont déjà la signature, ben alors ils prennent une fois le pouvoir. Vous ne vous perdez pas le temps. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas le football, on ne parle pas du football. Parce que vous voulez dissimuler toutes ces théories qui sont au nord et au sud-ouest à répétition. L'incurie, l'incapacité d'un pouvoir à gérer une petite crise identitaire, culturelle et politique. Sous le prétexte de vouloir démontrer la force, moi, les combis et son gang veulent donc imposer même par tous les moyens maintenant que les choses soient faites uniquement suivant les instructions, les hautes instructions prévaricatrices dont nous avons l'habitude. Et c'est ça qui pose problème. Et je comprends aussi l'attitude des autres. Vous voyez les autres qui se sont déjà fait marcher dessus dans l'affaire Amougou Beninga. Ce sont les hautes instructions qui ont emprisonné Amougou Beninga. Maintenant, ils se réveillent et disent que non, c'est plus possible. On ne va plus laisser les nôtres se faire lyncher à cause des fausses hautes instructions. Alors, je ne veux pas que l'armée, les hommes atténués, je l'ai dit il y a quelques jours à Galax et toi, qu'on sait comment les gens fonctionnent ici. On sait qu'on va commencer à dire là que non, que la gendarmerie intervient. Et le même soir, même ça a commencé. On m'a dit qu'ils ont commencé à chercher. La gendarmerie s'est déployée, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. J'ai vu des situations au Sénégal où les gens étaient dans pleine guerre. Et l'armée restait là parce qu'ils savaient qu'un jour ou l'autre, ils vont trouver une solution politique. Soit vous intervenez, je répète, vous savez quand moi je parle mes choses, je ne suis pas là. Soit vous intervenez, vous prenez le pouvoir, soit vous ne rentrez pas dans ce petit jeu-là que l'armée qui est haute, la plus haute institution sur laquelle on compte, elle va rentrer. Il faut que vous compreniez ça très bien. Je ne suis pas en train de blaguer. Je vous le dis, il faut que je soulève le chapeau pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Donc, on ne veut pas voir l'armée dans les petits coups bas, dans les micmacs. On ne veut pas voir, je répète, je ne veux pas voir l'armée parce que nous sommes en train de défendre le drapeau. Nous les penseurs, nous les philosophes. L'armée défend aussi le drapeau. Les administrateurs. Et je le disais à un très haut administrateur hier, en journée. Un très haut administrateur, les gens de Biara, qui sont en direct à Biara. Il ne faut pas donner de nom. Je lui disais non, vous avez contribué à ce que ce pays soit stabilisé. Mais il faut que vous compreniez que chacun doit faire son travail jusqu'au bout. Il n'est pas question que vous interdiez aux autres de faire ce qu'ils ont à faire. Moi, par exemple, de penser.
de vous dire ce que je pense. Si les autres ont démissionné, les gens vont quand même s'inspirer de moi. Il n'est pas question donc que l'armée rentre dans les jeux. Elle n'est pas une armée de petits micmacs. C'est une armée républicaine qui fait honneur. Quand on dit honneur et fidélité, pas fidélité à un homme. Honneur et fidélité au drapeau. Parce que l'homme c'est rien, le président c'est rien. C'est-à-dire à la grandeur nationale. Donc les informations que nous avons, on est en train de les vérifier encore. Si c'est le cas, je vous dis ce soir que ne déshonorez pas l'armée. L'armée c'est une institution haute. Peut-être même c'est le dernier rempart. Après tous ces misères, ces misérables administrateurs, ce qu'ils font dans les bureaux là, occupés seulement à piller, occupés à forniquer, occupés ils ont dit quoi? Pendant la canne là, ils disaient quoi? La femme là venait vendre quoi? Vous pouvez me rappeler ce qu'elle venait vendre ici? Le bois bandé, voilà, je me suis souvenu. Voilà, les gens ils sont occupés à venir vendre le bois bandé. Et vous allez vous allier derrière les gens qui viennent vendre, qui invitent les gens spécialement, les prostituées d'Europe, pour venir vendre le bois bandé. Et vous allez prendre position derrière l'un de ces camps. Non. L'armée doit rester dans la dignité, dans la hauteur qui sied à sa stature. Et je le répète, ça c'est moi qui le dis, qui assume. On ne peut pas vous voir dans l'armée prendre parti pris. Non. Soit vous balayez tous ces gens-là, soit vous restez, vous observez jusqu'à ce que eux-mêmes se déprécient, se ridiculisent, s'humilient et que tous sautent aux yeux qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et c'est là. Et là, il faut du temps. Il faut que le fruit soit mûr et il pourrisse avant qu'il tombe. Vous ne faisons pas commencer à interrompre la pourriture du fruit. Voilà ce que j'avais à dire dans cette conjoncture. Parce qu'il ne s'agit plus de politique. Il ne s'agit plus de football. Mesdames et messieurs. Il ne s'agit plus de football. Il s'agit maintenant de la gouvernance. Il s'agit des gens qui se positionnent déjà pour prendre le pouvoir. Et dans ces positionnements, nous sommes républicains. Soit les gens sont fatigués de tout cela, de cette humiliation. Parce que voilà un pays qui est humilié. Parce que le président est absent. On ne parle de même le président Eto, président de la Fédération Foot, président d'une association, lui dit qu'il a les hautes instructions. Et l'autre se passe là-bas, il dit que non, j'ai les hautes instructions. Et tous ces gens-là discutent quoi? Ils discutent l'argent. Ou bien c'est 10 milliards, je sais combien de milliards. Ils n'ont pas encore fini de voler, de manger ce qu'ils ont volé depuis des années, sur la canne, sur le Covid, sur toutes ces choses. Maintenant, ils sont encore occupés à vouloir les petits 10 milliards, 11 milliards, je ne sais pas combien de milliards, bien 15 milliards, que Eto lui aussi essaie de gérer. Maintenant, tous leurs yeux sont là-bas. C'est quoi? C'est quel pays ça? Je n'ai pas grand chose à dire encore ajouter ça là-dessus. On observe comment ça va évoluer. Mais je vous dis, l'armée doit rester en dehors de ces petites magouilles. L'armée doit rester en dehors de ces petites magouilles. L'armée doit rester en dehors de ces petites magouilles. Je le répète 100 fois. Que ce soit la DGR, que ce soit la CEMIL, que ce soit le BIR, que ce soit quoi. Non, restez en dehors de ça. Soit vous entendez, vous prenez le pouvoir, soit vous ne partez dans aucun camp. C'est ce que j'avais à dire ce soir. J'assume mes mots. Je vous remercie.